chers honorables députés provinciaux, Excellences, Monsieur le ministre provincial de l'Éducation, Messieurs supérieurs et universitaires de la place, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et égalités respectifs, tout protocole observé. Encore une fois de plus, bonjour. Bonjour. Je crois que tout le monde ici présent connaît l'importance de la cérémonie qui nous réunit dans cette salle Jinda Madinda et l'IFP Bagdad. Nous sommes là dans le cadre d'une conférence débat sous les thèmes les rôles des universitaires et des élites dans un État en péril, organisé par Congo Belge. Notre programme se présente de la manière suivante. Nous allons commencer par l'hymne national. Après, nous allons accorder la parole au chargé de l'administration et finances des groupes congolais. Après son nom, nous aurons à vous présenter les différents panélistes. Après cette étape, nous allons entrer directement avec différentes interventions de nos panélistes. Et juste après, ça sera jeu de questions-réponses. Sans transition, mesdames et messieurs, distingués invités, nous vous demandons de vous lever pour chanter l'hymne national. Mesdames et messieurs, distingués invités, Macky Sall, le président Macky Sall, dans son ouvrage Second le Sénégal, avait dit ceci: les conférences, débats et les consultations sont très importantes pour un échange fructueux des intellectuels. Je crois que cette conférence débat a une grande importance dans nos vies. Avant de commencer notre programme, j'invite les trois panélistes, donc les trois conférenciers de la journée, notamment Maître Christian Bossédé, Maître Philippe Bossédé et le chef des travaux J.D. Lomproto, de monter ici pour prendre place. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Maître Christian Bossédé, il est là. Le chef des travaux Jean-Denis Lomproto et le bâtonnier, Maître Philippe Bossédé, il est là, je pense qu'il est peut-être à l'extérieur, il va nous rejoindre ici. Sans compter de la ici, comme nous pouvons dédier le temps, nous invitons Monsieur Jérémy Maïkan, qui est le chargé de l'administration et des finances du groupe Congo Belge pour le monde ouverture. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous recevoir et de vous accueillir dans cette salle. C'est dans le cadre d'un partage et sous la logique de la conférence. Il est donc le premier numéro de la série de conférences organisées que va commencer à organiser Congo Buzz. Alors, c'est quoi Congo Buzz? Congo Buzz, on n'est pas prendre trop de temps. Congo Buzz est juste un groupe qui a essayé d'innover, de motiver et de réaliser sa réflexion sur la tripanie, c'est-à-dire la politique, la science et la société. Congo Buzz, si vous voyez la page qui est là, de bout en bout, vous verrez l'initiateur de Congo Buzz, c'est le maître Christian Bossédé.
Et pour ne pas prendre trop de parole, si vous êtes ici cet après-midi dans le cadre de cette conférence, c'est juste parce que les fils et les filles de cette province, certains d'entre eux, se sont mobilisés, ils ont fourni des efforts pour que nous soyons ici ce soir, cet après-midi. Je vais juste remercier le gouvernement provincial qui nous a permis, en sorte que nous soyons ici cet après-midi. Nous remercions également les autorités administratives de l'ISP Manaka, le prophète de l'Équateur, le directeur de la société Orange et également son chargé de marketing. Le chargé de marketing de Orange, M. Sodoné Akoka, M. Cyril Olikaïna. Au mot de je vous remercie de tous les efforts consentis pour que l'organisation de cette conférence, le premier numéro, se tienne dans de bonnes conditions. Nous remercions également l'honorable Éric Bobo, qui également s'est sacrifié pour que Congo passe une réussite dans ce premier numéro de la conférence. Et également le porte-parole du gouverneur, M. le président Sakéli, le gouverneur que nous connaissons tous. À cet effet, nous vous appelons à être à l'aise, poser toutes les questions par rapport à ce beau sujet, à ce beau thème, et que à la fin, tout le monde se sente vraiment ressourcé. Il n'y a pas vraiment trop de temps pour vous présenter qu'est-ce que vous voulez. Mais peut-être à la fin de notre pouvoir, nous allons dire c'est quoi le problème. Très bien. Merci. Merci à M. Jérémy. Mesdames et messieurs, nous voulons vous présenter quand même les panélistes de la journée. Ils sont trois, comme vous les voyez. Nous commençons par le chef des travaux, Jean-Denis Lompondo, s'il vous plaît, s'élever sous vos applaudissements. Comme je le disais tantôt, il s'appelle Jean-Denis Lompondo. Il est licencié en philosophie agrégée de l'enseignement secondaire supérieur et universitaire à l'Université catholique, à l'époque faculté catholique. Et il a terminé depuis 1994. Actuellement, il est chef des travaux et rédacteur en chef de la revue interdisciplinaire dévoilement à l'Université de Val. Si on peut applaudir encore une fois. Les deuxièmes panélistes, il s'agit bel et bien d'une figure que vous connaissez, Maître Philippe Possédé, s'il vous plaît, s'élever sur vos applaudissements. Il est bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Équateur. Il est aussi coordonnateur provincial de l'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe. Voilà d'une manière brève comment on peut les présenter. On acclame encore très très fort pour lui. À tout seigneur, à tout honneur, mesdames et messieurs, je vais vous présenter l'homme. Lui, c'est Maître Christian Bossembe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Sous vos applaudissements. Pardon. Il est avocat, journaliste, conférencier, promoteur des Congo belges et initiateur de la 4e République. Peut-être vous allez vous poser des questions. Initiateur de la 4e République. On peut acclamer très très fort pour lui, s'il vous plaît. Avocat, conférencier, journaliste, promoteur et initiateur du Congo belge. Il est aussi initiateur de la 4e République. Merci, maître. Voilà. Après cette présentation, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, nous entrons directement
dans les choses sérieuses. Nous allons inviter le premier panéliste que je venais de le présenter tout à l'heure, M. Jean-Denis Lompoto. Il va nous parler sur le diplôme sans sciences influence sociale. Les diplômes sans sciences influence sociale. Il va développer avec nous. Et pour cela, monsieur le chef des travaux, vous avez 25 minutes. Sous vos applaudissements quand même, il est là. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci aussi aux organisateurs, surtout félicitations à Maître Christian pour ces belles initiatives. Je salue aussi en passant avec tout le respect les bâtonniers. Je tiens à le féliciter parce que depuis qu'il est là, on ne s'est pas encore appelé. Mais respect notable. Les modérateurs viennent de dire que nous passons aux choses sérieuses. Je pense qu'ils l'entendent pas sérieux parce que ce que je vais vous dire ici, c'est plus de la provocation. Mais je ne vous provoque pas vous ici qui me regardez. Je provoque la personne qui se sentira mauvais. Quand on m'a contacté par le doctorant Sylvain Ilonga pour que j'intervienne, c'était hier, il n'y avait pas un thème spécifique, mais il y a 2 ans, j'avais publié un ouvrage aux éditions universitaires européennes et j'ai dit non, je vais lire quelques passages avec les amis, d'une manière de réfléchir à haute voix avec vous. Alors, j'ai toujours observé, moi, les grands hiatus qui existent entre nos diplômes et la science que ces diplômes sont censés être porteurs. En effet, distingués invités, auguste auditoire, le professeur Émile Bongeli, en son temps, alors vice-premier ministre, il nous rappelait ceci à l'occasion de la remise officielle des bâtiments à l'INPTP. Il disait ceci, je cite, « L'université, en tant que mère nourricière, est la seule société organisée. » Fin de citation. Aussi requiert-il un sursaut d'orgueil collectif des savants pour éradiquer les antivaleurs qui menacent la réputation de notre enseignement supérieur et universitaire afin de ne pas en émousser la crédibilité. Cette crédibilité risque à coup sûr d'être émoussée, mes frères et mes sœurs, si l'on considère ces propos du fait professeur Léonard Machako Mamba, alors ministre de l'enseignement supérieur universitaire, je le cite, « De dérapage en dérapage, notre pays compte à ce jour plus de 1800 instituts supérieurs et universitaires, sans figurer en termes de production scientifique, ni parmi les 5000 premières universités du monde, ni parmi les 100 premières universités d'Afrique, alors que dans les années 70, la République démocratique du Congo était dans les trios africains de tête à travers l'université de Kinshasa, à côté de Makelele, de l'Ouganda et de l'université d'Ibadan au Nigeria. Fin de citation. La prolifération, je m'excuse, la question fondamentale qui préoccupe ma réflexion de tout à l'heure porte sur la qualité de l'éducation. Qualité qui est dénaturée par les viols dont l'éducation est victime en République démocratique du Congo. Si l'on se met à considérer les ressortissants de nos structures de formation, nos structures d'éducation, tout le monde s'accorde sur la baisse du niveau général de l'enseignement, comme l'affirme Toumba Bob. Et le même Toumba Bob prévient en ceci
qu'il ne peut y avoir de progrès scientifique dans une société en régression de scolarisation. Lors du séminaire sur le redressement du sous-secteur de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, tenu du 11 au 16 février 2014 à Zongo, dans l'actuelle province du Congo central, les participants à ce séminaire, à cette conférence, ils ont essayé de décortiquer la situation de l'enseignement supérieur universitaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Je prends un passage, je cite. Un enseignant peut diriger 30 à 70 travaux chaque année dans la même institution. Et s'il donne cours dans cette institution comme visiteur, il aura en moyenne 200 à 500 travaux à diriger. Fin de citation. En outre, ces mêmes participants constatent que les universités congolaises ne figurent pas parmi les 100 meilleures d'Afrique. Alors que Dar es Salaam, nous sommes en Tanzanie, est la 6e, du moins était. Makelele, 10e, Nairobi, 17e, et Rwanda, 40e. Je ne sais pas de quelle université au Rwanda. Donc, en termes de notoriété scientifique et de niveau, il vaut mieux être professeur à l'université au Rwanda qu'être au Congo ici. Sinon, nous ne serons que des universitaires de ghetto. La prolifération des établissements d'enseignement supérieur constatée propulse la République démocratique du Congo au 4e rang mondial, juste au pied du podium. Et ça, c'est après la Chine, l'Inde et les États-Unis. Nous sommes 4e en termes de production d'institutions d'enseignement supérieur. Ces chiffres ou ces palmarès assez éloquents occultent un monstre appelé la diplomolatrie. C'est quoi celle-ci? C'est une gangrène pour notre système éducatif et un ferment du fossé qui se creuse davantage entre nos diplômes et la science. C'est ainsi qu'à travers cette intervention, je me permets de porter plainte contre ces monstres que je nomme la diplomolatrie, c'est-à-dire le culte du diplôme sans science. Et je requiers certainement le conseil des éminents juristes ici pour m'orienter vers la juridiction idoine par rapport à ça, parce que je dois porter plainte. Et vous allez me servir en pro d'eux. La diplomolatrie, parlons-en. François Rabelais, ce grand humaniste dont la verve truculente faisait l'unanimité, disait ceci: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Faut-il le paraphraser en ceci: science sans compétence n'est qu'abrutissement social. Et où diplôme sans science n'est que viol de l'éducation. Jetons un regard dans un passé relativement proche, comme pour faire de l'histoire immédiate, en nous inscrivant dans la perspective de Benoît Verhagen, un des grands maîtres de l'université Louvagnon. En effet, 10 années seulement après son ouverture, soit en 1964, la prestigieuse université Louvagnon a été décriée par l'un de ses maîtres en ces termes. Je cite: c'est devenu une supercherie que d'intituler Louvagnon une université. L'enseignement n'y est plus d'un niveau suffisant pour pouvoir former les quelques chercheurs, savants et professeurs sans lesquels un établissement d'enseignement supérieur n'est pas une université. Louvagnon devient incapable de produire sa propre substance intellectuelle parce que son niveau est
tombé très bas. Seul l'art du bluff a été élevé au rang d'une véritable science. Que des fois n'a-t-on jamais constaté avec amertume que la pensée scientifique, qui devrait être la manière de s'approprier les concrets, de la reproduire sous la forme d'un concret pensé, pour parler comme Karl Marx, bien entendu, cette pensée donc ne s'est nullement prêtée à cette tâche et que ces porteurs universitaires que nous sommes dans la majorité ici, élites scientifiques, soient accusés d'avoir hypothéqué l'avenir du pays. Tenez, plus il y a d'ingénieurs agronomes, même les bites les amarantes se font très rares au marché. À côté d'une production quasi industrielle de spécialistes en pédagogie appliquée, la qualité et le niveau de l'enseignement dans nos structures d'enseignement ne font que s'effondrer. L'explosion du nombre de médecins formés est symptomatique pour que l'on trépasse même pour une affection bénigne. La prolifération des juristes issus de nos universités devient un facteur déterminant à justifier la force au lieu de renforcer la justice, faisant ainsi penser nos juristes pour des partisans du droit courbé. Des lézards d'une rare étrangeté se précipitent aussitôt sur les édifices érigés par nos génies en construction. Et la liste de ces scientifiques n'est pas exhaustive. Ils y rendent compte, ces scientifiques y rendent compte, ils rendent un piètre témoignage, je veux dire, de leur formation, et que j'aime parler de déformation, n'est pas exhaustive, car ces bravaches sont omniprésents dans tous les secteurs du savoir dans notre pays. Tous ces fanfarons ont ceci de commun, qu'il y a une parfaite inadéquation entre les parchemins qu'ils arborent et la fonctionnalité sociale irrélative. Tous sont détenteurs des fameux et fumés papiers, des dimensions et valeurs pondérales diverses. Diplôme, certificat, brevet, attestation, papier qu'ils adulent et adorent, car ils confèrent à leurs porteurs des titres, parfois ronflants, mais très souvent avec des contenus sablonneux. Et nos institutions, nos établissements d'enseignement supérieur, tant publics que privés, ne se lassent nullement de déverser chaque année dans la société ces produits impropres à la consommation socio-scientifique, lesquels produits sont loin de remplir les critères d'un vrai intellectuel. Les critères, vous les aurez peut-être au couloir. Nos établissements d'enseignement supérieur, par contre, nous fabriquent un autre type d'hommes et de femmes qui s'illustrent plus dans un contre-témoignage de leur vrai statut. Leur terrain de prédilection se trouve dans les discordes et les conflits qui minent nos sociétés. Mesdames et messieurs, cette fronde, s'il en est une, contre la diplomatie et ses partisans, s'inscrit dans la droite ligne de maintes âmes éprises de bonne culture et de la bonne science, ainsi que l'on peut se rendre compte à travers ceci. Je cite le professeur François Moukoko. Les universités africaines sont pleines d'universitaires, mais elles sont désertées par l'esprit universitaire. Celle-ci, justement, permet d'émettre des réflexions sur l'outil de formation et des recherches qu'elle est par rapport à son environnement, par rapport aux grands axes de développement des pays. Fin de citation. Les mêmes auteurs renchéris, revêtus de la touche de la sciure, de la vanité insolente et des médiocres de la singerie, les mercenaires universitaires
qui assassinent l'esprit universitaire dans sa dimension populaire, laïque et intellectuelle, peuvent s'enorgueillir d'avoir rabaissé nos universités au niveau des grands lycées. Un double banc pour ces docteurs-ci. Le refus de faire de nos universités des laboratoires consacrés à la réflexion sur le présent et l'avenir de nos États est symptomatique d'un monde universitaire qui souffre d'un vertigineux déficit de vrais intellectuels. En Afrique, le confusionnisme à la mode consiste à se proclamer intellectuel dès que l'on a décroché un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est comique, mais c'est la réalité. Il n'est pas rare non plus de voir des enseignants-chercheurs, surtout lorsqu'ils sont revêtus des robes de cérémonie, comme des femmes avec sur leur tête, sur leur crâne crépus ou tendus, des toques de cuisiniers. Mais de quelle cuisine s'agit-il? La cuisine infecte de l'opportunisme, du plagiat, de l'ignorantisme, les affreux marmitons. Fin de citation. N'attribuez pas ça à Lompoto, je ne fais que citer un auteur qui s'est indigné avant moi. Cette satire, si dure soit-elle, reflète néanmoins la réalité de la majorité de ceux qui se font passer pour universitaires, alors qu'au fond, ils ne sont que ces troglodytes rangés dans la masse des Batata Bamama Bandeko, dans cette caverne qu'est notre monde. C'est ainsi qu'ayant abondé dans le même sens, les professeurs Chomba affirment, je le cite, « Il devient clair que face à certains dossiers, l'universitaire congolais n'est qu'un homme ordinaire, comme les autres, vulgaires. Il réfléchit après coup. Il ne saurait donc servir d'éclaireur, de guide comme c'est le cas sous d'autres cieux. La problématique de la nécessité de l'université est relancée. Tout est donc à refaire, car le Congo n'a pas d'université qu'il lui faut pour son développement durable. Fin de citation. Le poteau dedans. Face à une telle situation, pense encore Chomba, Monseigneur Louis Gillon et Benoît Verhagen, par exemple, ce sont des grands maîtres de l'Ovanium, qui ont tant œuvré pour les vertus, les loges de l'université tomberaient à la renverse. Le mythe de l'université est tombé au plus bas niveau. Fin de citation. Le moins que l'on puisse dire est que la plupart des produits issus de nos universités emboîtent facilement le pas de la diplomolâtrie. Tenez, les lieux d'implantation de la majorité de ces usines de fabrication des diplomolâtres sont totalement enclavés. On n'y trouve ni bibliothèque, ni laboratoire, moins encore des auditoires décents. D'ailleurs, la plupart de ces auditoires ne sont souvent acquis que les après-midi grâce à la générosité de certaines écoles maternelles, primaires ou secondaires, qui sont propriétaires des bâtiments. Certaines institutions n'ont même pas de bureaux pour leurs docteurs gestionnaires, lesquels s'amusent bien à tailler des bavettes sous les arbres, au lieu de se concentrer sur la gestion dont ils sont redevables. Et les conséquences y afférentes sont incalculables. Dans sa lettre ouverte aux intellectuels congolais et à la jeunesse estudiantine, Fernand Talangai a stigmatisé l'attitude des intellectuels rentrés en politique pour assurer la relève des pères de l'indépendance en ces termes. Et c'est là où je salue l'avènement de la 4e République qui sera motivé par Maître Christian. Je cite, « Certains ont enrichi leur arsenal machiavélique par une panoplie d'autres armes de destruction massive, qui sont l'achat de conscience, la malhonnêteté intellectuelle, prémisse à la dépravation des mœurs. On attendait qu'ils endossent la tâche exaltante de modeler la société de leur temps et de se proposer un vecteur de valeurs positives. Au contraire, ils ont préféré inoculer à leurs semblables
les virus des inconduites nocives à la société. Fin des citations. On me rappelle que je n'ai plus assez de temps, mais au moins je dois courir pour atteindre la conclusion. L'universitaire congolais que nous sommes, vous et moi, doit révolutionner la marche actuelle. Il doit se muer en véritable agent de changement, c'est-à-dire ces professionnels qui influencent les décisions d'innover dans une direction destinée par une agence de changement. Il doit être l'élément d'avant-garde dans la marche de l'institution universitaire en particulier et de la société congolaise dans toutes ses composantes en général. C'est à ces conditions que notre université sera désaliénée et donc porteuse de sa propre identité, formatrice de ses savants. Voilà. Pour terminer, je dirais que c'est une honte, une ignominie que de se barder du titre universitaire et de rester inactif face au pourrissement de la situation de nos établissements d'enseignement supérieur. Se reconnaître universitaire et ne pas agir, c'est se porter au pinacle du ridicule. Aucun esprit éveillé n'ignore que notre monde est tributaire de la science, du savoir. Ils n'ont pas tort ceux qui pensent que les peuples ne valent que ce que valent leurs élites. Ainsi que le recommande la sagesse, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il est donc impérieux pour nous, élites et assimilés, qui, dans un ensemble de personnes, sommes les meilleurs, les plus dignes d'être choisis, nous qui sommes la crème, qui constituons l'ensemble des personnes les plus remarquables. Nous devons nous remettre radicalement en question afin de rendre véritablement utile la science que nous nous sommes fait inoculer tout au long de notre cursus. Je termine, mon ami, rassurez-vous, afin que nous, Congolais, nous puissions dresser nos fronts universitaires courbés. Nous l'avons chanté tout à l'heure à l'hymne national. L'hymne nous invite à redresser nos fronts courbés. Mais pour nous, universitaires, nos fronts universitaires sont courbés. Nous devons les redresser. Pas seulement les formateurs, vous les apprenez aussi. Quant à vous, vous devez vous mettre en tête que les études, à quelque niveau que ce soit, requièrent des prédispositions naturelles, des préacquis et des prérequis nécessaires, de l'effort et de l'abnégation avec une méthode de travail adaptée. On ne s'improvise pas vrai universitaire, mes chers amis. Même si l'institution d'enseignement est à un pas de votre domicile, même si c'est vous l'apprenant, vous disposez des moyens financiers et matériels susceptibles de vous permettre de prendre vos enseignants en charge, même si vous, apprenant de quelque sexe que ce soit, vous incarnez une beauté capable de séduire vos enseignants, même si, mes chers amis, même si vous êtes fils ou fille des Songolo de Pakala qui incarnent une certaine autorité, même si vous fricotez avec les autorités et académiques et enseignants, attention, il faut une véritable introspection avant de s'engager dans la voie de l'apprentissage scientifique afin d'éviter de gonfler inutilement la voie de l'apprentissage inutilement la liste est déjà trop longue des diplômolâtres qui infestent nos sociétés, alors que ces dernières, nos sociétés bien sûr, sont plutôt désireuses des bons scientifiques et des bons gouvernants. Je termine en disant, à bas la complaisance et faisons de nos universités les véritables usines de production de la vraie élite scientifique. Pas l'élite à la place des Allons Guinaye. En principe, on devait chanter Ballon ici avec les méthodes que nous connaissons ici. Ballon ici chaque jour quand il y a collation. Et cette élite, il faut une compétitivité
dans l'échiquier mondial pour l'université congolaise, dans le contexte de la globalisation, pour que l'université congolaise soit appelée Lumen Super Flumen, c'est-à-dire la lumière qui plane au-dessus des eaux, parce que c'est la devise de l'alma mater qui m'a formé. J'ai dit et je vous remercie. Très flatté par son intervention, j'ai retenu ceci: diplôme en sciences, influence sociale, et cela peut hypothéquer l'avenir de l'État. Voilà, merci à J.T. Lombo et J.T. Bravo. Chef honorable ministre de l'Éducation, distingué des invités à votre titre et qualités respectives, soyez conscients, les bonnes choses sont là. Maramouyaki est là. Soyez patients, s'il vous plaît. Nous invitons le matin de l'ordre. Maître Philippe Bossuet, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Notre grand livre, avocat véritable, il intervient sur le rôle de l'intellectuel dans la société. Votre attention, s'il vous plaît. Mes chers amis, bonsoir. Merci beaucoup. J'aimerais avant toute chose remercier, comme venait de le faire tout à l'heure mon prédécesseur, les organisateurs de cet échange extrêmement de qualité. Néanmoins, avant que je puisse exposer, j'aimerais que nous puissions nous fixer, avoir un point de départ de la réflexion, de notre exposé. Et cette réflexion, nous la tirons du professeur André Mbata, qui nous a fait une très bonne illustration d'un intellectuel digne de ce nom. C'est dans l'affaire Dreyfus et les réquisitoires de Zola intitulé J'accuse, qui était publié dans un journal français il y a de cela plus d'un siècle. Très rapidement, affaire Dreyfus, fait et jugement unique. L'affaire Dreyfus est incontestablement l'une des affaires les plus célèbres de l'histoire judiciaire française. Cette affaire débute en 1894 sur base d'un document appelé Bordereau, au travers duquel des secrets militaires auraient été livrés à l'Allemagne dans le contexte d'un antisémitisme croissant. Le capitaine Alfred Dreyfus, un officier d'état-major français d'origine juive, est accusé de trahison et d'espionnage au profit de l'ennemi. L'accusation émane de ses collègues d'état-major et est instruite par le commandant du parti de Clam, qui deviendra plus tard lieutenant-colonel. Dreyfus plaide non coupable et refuse l'accusation portée contre lui, d'autant plus que le dossier est dénué de preuves et le mobile est inexistant. Il ne parviendra pas malheureusement à convaincre ses juges parce que le Conseil de guerre le condamne à l'unanimité à l'emprisonnement à perpétuité le 22 décembre 1894. Le 5 janvier 1895, il est dégradé dans la cour d'honneur de l'école militaire de Paris avant d'être relégué sur l'île du Diable en Guyane française pour y purger sa peine. Si l'opinion publique salue la condamnation de Dreyfus,
Les condamnés et sa famille ne l'accepteront pas et se mettront à la récolte des informations pouvant leur permettre de demander la révision du procès. En 1896, le lieutenant-colonel Georges Picard est nommé chef de service de renseignement français et découvre le véritable traître et auteur du bordereau, qui n'est pas le capitaine Dreyfus, mais plutôt Ferdinand Warset, un commandant d'infanterie. Il informe ses supérieurs, demande de plusieurs fois de révision contre Estardi, dont la condamnation pouvait plus tard justifier la révision du procès de Dreyfus pour cause de règles judiciaires. La hiérarchie militaire s'y oppose et face à son insistance, pour que la vérité soit dite, Picard est limogé et affecté en Afrique du Nord. Il confie au moins ses secrets à son ami, l'avocat Louis Lebois, qui en parle à son tour au vice-président du Sénat, Auguste Kessner. Mais tous les deux décident de se taire. En novembre 1896, le journal Le Matin publie les facsimilés du bordereau qui avait servi à la condamnation de Dreyfus. Et l'écriture placardée dans tout Paris permet de reconnaître le véritable coupable, Warset. Mathieu Dreyfus, le frère du condamné, et son épouse portent alors plainte contre lui. L'audience s'ouvre le 10 janvier 1898. Au terme d'une parodie de justice de 2 journées et à l'issue du délibéré de 3 minutes, le 11 janvier 1898, le Conseil de guerre acquitte Estardi. Et face à ces énièmes dénis de justice dont est victime le condamné du fils, et au nom de la vérité, Émile Zola prend ses responsabilités et accuse. J'accuse. Émile Zola est le veille des intellectuels en France. Dans cette lettre adressée à Félix Faure, président de la République française, et publiée dans un journal français, Zola prend défense de Dreyfus, injustement condamné et accuse ce qu'il considère comme le vrai traître et auteur de la machination ayant conduit à la condamnation fantaisiste. Il s'est fait la conscience de l'humanité pour défendre la vérité et la justice avant de citer nommément les personnes qui l'accusent ainsi que les motifs de leur accusation. Le premier accusé est le commandant du parterre des clans qui avait été chargé d'instruction. Selon Zola, le commandant du Paris des clans était dans l'ordre des dates et des responsabilités le premier coupable de l'effroyable erreur judiciaire. Il était l'affaire Dreyfus, tous coupables, tout entière, pour avoir mené une enquête totalement déloyale, fabriqué des preuves, acheté des complicités, extorqué des aveux et tout entrepris en vue d'obtenir la condamnation de Dreyfus, excluant au passage toute épreuve contraire qui aurait pu conduire à son acquittement. Le commandant parti n'était pas le seul coupable. Il avait dû compter sur le silence ou la complicité d'autres officiers et sans oublier les 3 experts en écriture, tous qui avaient fait des rapports mensongers et
et accusait Dreyfus. Zola les accusait également d'avoir mené une campagne abominable pour égarer l'opinion dans la presse, particulièrement dans l'éclair et dans l'école de Paris. Le dernier accusé de Zola était le premier conseil de guerre qui avait condamné Dreyfus sur une pièce restée secrète et le second conseil de guerre qui avait couvert cette illégalité en acquittant le coupable. Ainsi qu'il le réclamait lui-même, Zola allait être poursuivi pour diffamation sur base des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Condamné par la Cour des assises en 1888, 1898, il est obligé de s'exiler en Angleterre le 18 juillet 1898 pour échapper à la peine. À son retour en France, après 11 mois d'exil, l'affaire n'était pas encore close et plusieurs événements étaient intervenus. Le président Félix Faure, qui était opposé à la révision du procès, était décédé. Et Émile Loubet, qui avait été élu pour le remplacer le 3 juin 1899, la Cour de cassation annulait le premier jugement contre Dreyfus et prononçait un arrêt de révision du procès, le renvoyant devant le Conseil de guerre de Rennes, qui le jugea le 7 août 1899. Malgré la défense de Zola qui avait été rejoint par d'autres personnes, Dreyfus, comme Clémenceau et auquel devaient s'opposer les défenseurs de l'armée ou les anti-Dreyfus, le Conseil de guerre confirmera la condamnation de Dreyfus par le premier conseil. Mais même si cette condamnation sera réduite à 10 ans en raison des circonstances atténuantes. Nous terminons ici. Le 17 août 1899, Dreyfus bénéficie d'une grâce présidentielle. Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation casse le jugement de Rennes. Zola ne connaîtra pas la révision du procès ni la réhabilitation du Dreyfus, car il meurt par inhalation en 1902. Et le 20 juillet 1906, Dreyfus est réintégré dans l'armée avec le grade chef d'escadron et nommé chevalier de la Légion d'honneur. Dessus par un mauvais calcul de son ancienneté, qui ne lui a pas donné les rangs qu'il aurait dû avoir, il demande et obtient sa retraite en 1907. Cette affaire de Dreyfus et Jacques-Émile Zola sont considérés comme de grands moments du réveil et même de la consécration intellectuelle dans la tradition française que nous avons héritée. Tout cela, c'est pour dire quoi au juste, chers amis? Revenons-en à notre sujet du jour, à notre exposé. Notre exposé, le modérateur vous l'a dit, c'est l'intellectuel et sa mission dans la société. L'intellectuel a-t-il une mission dans la société? C'est ce que nous allons voir. Mais de prime abord, nous allons essayer d'expliquer concisément certains mots-clés tels que intellectuel, mission et société. D'abord l'intellectuel. Nous prenons cette définition convaincante et facile à comprendre, celle de l'éminent professeur et grand constitutionnaliste de notre pays, André Mbatamangu, qui affirme qu'un intellectuel n'est pas nécessairement un diplômé, un universitaire ou une personne ayant suivi une
d'instruction classique dans la tradition africaine, les sages de village qui conseillent ou interviennent dans les règlements des conflits sociaux sans y avoir été à l'école ou à l'université sont aussi des intellectuels. Néanmoins, l'intellectuel est une personne qui a suivi une instruction, qu'elle soit ou non formelle. L'universitaire est supposé faire partie de la crème intellectuelle. Toutefois, nous retenons qu'actuellement, nous avons des centaines de milliers d'intellectuels, tels que venait de dire tout à l'heure les chefs de travaux. Si l'on tient compte du seul critère de la détention d'un diplôme supérieur ou universitaire, en réalité, comme le soutient le professeur Toubaloaba, pour beaucoup de techniciens et manipulateurs du savoir, à la limite des experts en marchandage et bradage du savoir pilule, nous avons des mystificateurs du savoir, à telle enseigne que tout politicien ou tout officier, quel que soit son rang, tient à s'y rajouter un titre universitaire à son appellation d'excellence, d'honorable ou de l'autorité morale d'un parti politique, à ses galons de général ou de colonel, espérant ainsi ajouter un plus académique à leur positionnement dans le monde politique. Au point sexuellement transmissible dont venait de déplorer tout à l'heure les chefs de travaux, sont venus ainsi s'ajouter les diplômes politiquement obtenus, les DPO. Sont venus s'ajouter les diplômes politiquement obtenus. Comment voulez-vous, très chers frères, très chers intellectuels que vous êtes, comment voulez-vous un premier ministre avec tous les volumes de travail qu'il a, on l'appelle pratiquement à chaque 5 minutes. Quand est-ce qu'il va avoir le temps de préparer une thèse, une dissertation pour défendre et devenir docteur? Comment voulez-vous, le président de l'Assemblée nationale, avec tout ce qu'il a comme charge, peut avoir le temps de faire des recherches pour aller défendre une thèse et devenir docteur? Voilà. Tout ça avec la complaisance que venait de fustiger tout à l'heure les chefs de travaux, ou la complicité de certains universitaires qui vont jusqu'à rédiger les travaux moyennant rémunération ou octroi d'un job rentable. Et c'est ce qui s'est fait. Mission. La mission, c'est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Nous osons croire que nous, intellectuels, tels que nous sommes dans cette salle, nous avons une mission qu'on nous a chargée et que nous devons donner. Société, c'est le mode de vie propre à l'homme, caractérisé par une association organisée d'individus en vue de l'intérêt général. Exemple, vivre en société. L'avenir d'une société réside dans la force de ses penseurs ou de ses intellectuels. Dans chaque société, depuis les temps les plus immémoriaux, même dans les sociétés primitives, il y a toujours la politique. Cet art de bien gérer la société. L'homme est par essence un animal politique, disait Aristote.
paraphrasé ici par Denis Mukwege. Ça, les références, vous les aurez. Il y a ceux qui sont nés pour gouverner, certes, et il y a ceux qui sont nés pour être gouvernés. Les premiers sont là pour l'intérêt général qui englobe l'ordre public et l'épanouissement de tous par un travail qui soit intellectuel, manuel ou artistique, intéressant la société. Un travail qui intéresse la société, c'est un travail admirable. Tout autre travail ou activité criminelle nocive contre l'intérêt général est prohibée, car érigé en infraction et sévèrement puni. Tel est le cas de détournement qui fait la une actuellement chez nous. La corruption qui est institutionnalisée. Le vol, le faux en écriture, l'association de malfaiteurs et que sais-je encore. Nous verrons à tour de rôle la mission de l'intellectuel, le premier point, les catégories d'intellectuels, le point suivant, et enfin, il y aura une conclusion qui bouclera notre exposé. La mission de l'intellectuel. La mission de l'intellectuel est de contribuer significativement à la transformation qualitative du pays. Dans ce point, nous allons rappeler la mission ou les rôles naturels, traditionnels de l'intellectuel dans la société. C'est celle de dénoncer et d'annoncer. L'intellectuel doit dénoncer, comme l'a fait Émile Zola. L'intellectuel doit annoncer. Il doit dénoncer quoi? Et il doit annoncer quoi? L'intellectuel a la mission, l'obligation de dénoncer. Albert Einstein a dit ceci: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. C'est comme vous, intellectuels. C'est comme vous, intellectuels. Qu'est-ce que vous faites? Il doit dénoncer tout avilissement de l'humain et toutes les formes de médiocrité. Il ne doit pas être complice ou artisan, chantre des antivaleurs, exceller dans l'intrigue et encourager les violences, les violations des droits de l'homme. Il doit être la vérité, il doit dire la vérité aux hommes au pouvoir de tout dérapage ou excès de pouvoir. Il doit être capable de dénoncer les injustices, les intrigues, les tribalismes, la flagornerie, la flatterie, les mensonges, éviter des discours de cajolerie pour amadouer les monarques présidents, ces courtisans civils ou militaires. Il doit dénoncer les trafics d'influence. Il doit dénoncer les criminels à corps blanc, au pouvoir ou pas. C'est là sans rancune ni vengeance personnelle, ni crainte de l'impérium qui détiennent, sachant que l'arme de la raison sera toujours plus forte que la raison des armes. L'intellectuel doit avoir le courage de défendre les valeurs nobles comme la vérité, la justice. Il doit avoir le courage de défendre ses idées en public avec espoir de susciter la contradiction. L'intellectuel doit parler, dénoncer au cœur du crime. Il doit toujours parler au présent pour que les vivants qui sont auteurs de mensonges et puissent éventuellement s'amender. Au lieu d'attendre la mort du monarque, du président de la République, pour que ceux qui firent ses conseillers les plus écoutés,
prétendre dire de vérité ou faire des témoignages sur son régime, comme le fustige le professeur Mbata. Le professeur Mbata cite nommément Monsieur Vundao Etepe Makou, avec son ouvrage À l'ombre du léopard. Il cite Maître Nimi Maïkandibi sur son ouvrage Je ne nie rien, mais je raconte. Il cite aussi Honoré Ngwanda qui nous a quittés sur son ouvrage Ainsi sont les glas. Et il cite aussi le professeur Mabi Moulumba, l'ancien Premier ministre, dans son ouvrage sur le témoignage du régime Mobutu. Et nous parlons ici du cas de maréchal Mobutu. Le professeur Mbaka dit que ces comportements de ces intellectuels constituent un impardonnable aveu de lâcheté. L'intellectuel a la responsabilité de dénoncer le mal et non de s'en accommoder, ni d'en devenir complice, d'impulser les changements sociaux dans un sens positif, non anarchiste, et d'inciter à la transformation de la société, comme le soutient le professeur Ingange wa Ingange Jean Désiré. On paraphrasa aussi Kamana. L'intellectuel doit dénoncer toute pratique abjecte et l'intellectuel a l'obligation d'annoncer le règne de la vérité, de la science, de la justice, de la paix, du respect des droits de l'homme et de la raison. L'intellectuel est un citoyen engagé et joue le rôle majeur de lanceur d'alerte, des gardiens de valeurs universelles, c'est-à-dire la vérité, la justice, la paix et la raison. Il doit annoncer le respect des droits de l'homme. Il doit respecter les autorités légalement établies. Il est modèle en quelque sorte de la conscience de tous. Je termine. L'intellectuel n'est ni injurieur, ni agitateur, ni opportuniste, ni jaloux, ni bagarreur, ni détourneur ou délateur. Il doit développer un esprit critique. Le savoir de l'intellectuel ne doit pas servir des antivaleurs. Il défendra toujours la vérité et la justice et doit porter un projet mobilisateur de reconstruction nationale tel que celui de l'ensemble pour la République du président Moïse Katumbi Chapwe. Un parti salutaire pour la République avec un projet réaliste et réalisable. L'intellectuel doit se poser la question de savoir ce qu'on peut faire de bon pour le peuple. Il doit éviter la lutte souvent après des positionnements entre universitaires pour occuper des postes gouvernementaux, parfois au prix de la trahison, de la délation et de l'achat des consciences telles que nous vivons ça maintenant. L'intellectuel doit accepter d'être marginalisé et banni par les pouvoirs que de devenir zélataire, chanteur, troubadour et danseur de presse. L'intellectuel ne gardera jamais silence. Le pasteur Martin Luther King disait « Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence des choses graves. » Chers intellectuels, chers amis dans la salle, osons dénoncer et annonçons, osons briser le silence. Nous terminons par la typologie des intellectuels. Nous avons d'abord les intellectuels d'engagement clientélistes. Ce sont des intellectuels qui sont au gouvernement, au pouvoir. Ce sont eux qui élaborent, rédigent des textes
d'une haute qualité pour les chefs. Ils soutiennent des argumentaires farfelus avec des interprétations opportunistes des dispositions constitutionnelles ou légales afin de créer la confusion dans les esprits des projets de société flatteurs, beaux sur papier. L'exemple le plus frappant, c'est les 5 chantiers. Quel est ce chantier qui a été accompli? Les intellectuels, je termine. Les intellectuels, c'est là, ces groupes-là, des intellectuels d'engagement, ils ont les moyens financiers. Ils ont accès facile dans les médias publics et privés. Celui qui emprunte cette voie a l'avantage de scolariser ses enfants en Europe, où il a son banquier et son médecin traitant. Au pays, il arbore les couleurs du parti présidentiel ou de la majorité, mobilise sa Jeep pour acquérir l'autorité morale. Il anime la Ligue des jeunes, les collèges des cadres du parti et fustige toutes les voies alternatives, prennent les chefs en otage, calomnie même ses anciens meilleurs amis d'autrefois. Maintenant, les intellectuels, deuxième catégorie, ce sont les intellectuels de capitulation. Ceux-ci, les intellectuels de capitulation, sont fermés dans leur laboratoire et vivent dans leur salaire insuffisant et difficilement acquis. On sigle SIDA. En travaillant avec conscience, et c'est la mente à voix basse, que hier c'était mieux qu'aujourd'hui. Ils finissent malheureusement par sombrer dans la misère. Leurs enfants n'accèdent pas à leurs auditoires et succombent à petit feu à la suite de leurs prestations sans relâche aux 4 coins de la République, en plus de ses charges de consultants et prestataires privés. Enfin, les intellectuels de la responsabilité. Ce sont eux qui dénoncent assez souvent et ne se laissent pas faire ou séduits par le pouvoir. Ils prônent la vertu cardinale du citoyen qui n'est ni obéissance, ni la désobéissance, mais la responsabilité, comme nous affirme le professeur Nyaluma. Chez ces intellectuels-là, l'être prime sur la voie. La jouissance des biens spirituels comme la vérité, la justice et la liberté sur celle de biens matériels comme des maisons, véhicules et autres. On les reconnaît par leur intégrité et leur sens de dévouement pour le triomphe de la justice dans les sociétés. Ils ne cèdent ni au cynisme, ni au pessimisme, ni au scepticisme, ni encore à l'hypocrisie. Il n'est pas un être sans courage, incapable de haute valeur, d'intégrité, de dignité, d'abnégation ou d'engagement. Ces groupes d'intellectuels est appelé minorité de choc prophétique, c'est-à-dire un petit groupe de personnes illuminées. Il finit toujours par être entendu ou avoir raison. L'exemple des mouvements citoyens comme la Lucha, comme la Filimbi, comme Génération Consciente et que sais-je encore. Dans cette catégorisation, il n'y a pas de place pour l'intellectuel soi-disant neutre ou apolitique. Cela est un mythe. On est neutre par rapport à quoi? À qui? S'interroge le professeur Mbata, sachant que la politique est entendue comme tout ce qui se rapporte à la marche de la société. Donc la politique est l'affaire de tous les citoyens, religieux ou agnostiques. Le citoyen se définit comme un homme politique, au sens noble du terme. Tout intellectuel ou universitaire qui s'interdit de faire la politique dans ce sens est un homme marginal, un névrosé. Épilogon. L'avenir d'une société réside dans la force de ses penseurs ou de ses intellectuels. La RDC appartient à tous les Congolais et Congolaises. Elle est pleine d'intellectuels.
chers intellectuels, prenons nos responsabilités. Nous n'allons plus nous taire. Au contraire, dénonçons les antivaleurs et annonçons les vertus démocratiques pour l'émergence d'un état de droit dans notre pays. Pouvons-nous nous situer avant de sortir dans cette salle? Sommes-nous dans quelle catégorie? Je vous remercie infiniment de votre attention particulière. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le bâtonnier de l'ordre? Il s'appelle Maître Philippe Bosselé, l'homme des grands livres. Chers invités, à vos titres et qualités respectifs, merci. En l'écoutant, j'ai défini quelque chose. Lorsqu'il nous dit un intellectuel a une mission de transformer la société, un intellectuel doit dénoncer et annoncer, et surtout lorsqu'il dit un intellectuel doit éviter les antivaleurs. Voilà, c'est là où moi je me suis vraiment senti concerné. Donc comme intellectuel, nous avons le devoir de dénoncer, d'annoncer et surtout d'éviter les antivaleurs. On acclame encore très très fort pour mettre un petit peu. Mesdames et messieurs, les troisièmes panélistes, il s'agit bel et bien de celui qu'on appelle initiateur de la 4e République. Maître Christian Bosselé. Donc pour lui, il pense qu'on doit changer le système politique dans notre pays. Il pense qu'on doit revenir avec le système présidentiel. Bref, on doit changer la constitution de la République. Il est là, sous votre applaudissement, mesdames et messieurs, j'invite Maître Christian Bosselé. Maître, tous ces invités ont le soif de vous écouter. Bonjour tout le monde. Encore une fois, merci d'être présent. Vous savez, c'est toujours difficile de prendre la parole après les hommes très intelligents et qui sont passés avant moi. Il y a Cédric qui a été brillant, et je vous remercie. Et puis le bâtonnier, vous savez, ici un Kanga, merci. Alors, la grande question est celle de se poser sur le rôle des intellectuels dans un État en péril. Avant de commencer, je voudrais que l'on puisse déceler deux mots-clés de cette problématique. D'abord, les universitaires. Ensuite, on va parler de élites, qui est une élite. Et puis, on parlera d'un État en péril. C'est quoi un État en péril et comment on le constate? D'abord, c'est quoi un État? Parce que la grande problématique est là. Mesdames et messieurs, quand vous lisez tous les auteurs, d'abord, il faut dire que les États naissent par la pensée. Et ils meurent par le silence. Le silence de qui? Le silence de ceux qui connaissent mais se taisent à cause de l'argent ou à cause du pouvoir. Ce sont en réalité des petits messieurs qui courent après le pouvoir ou l'argent. Parce qu'en réalité, ce qui définit un homme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas non plus le pouvoir, mais c'est le cerveau. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres, ils n'ont que l'argent. Si on leur enlève l'argent, ils sont tellement pauvres. Il y a des gens qui sont tellement faibles, ils n'ont que le pouvoir. Et ils ne parlent qu'au pouvoir. Parce qu'en dehors du pouvoir, en dehors de l'argent, ils ne peuvent pas vivre. Or, le véritable monde, c'est le monde des idées. C'est le monde de l'esprit.
c'est le monde de la pensée. Rien à voir avec le fait d'être honorable ou excellent. C'est bien pour les mortels, mais éphémère pour les esprits. Parce que le monde ne se rappelle pas de vous par rapport au titre que vous avez porté, mais par rapport à la contribution que vous avez apportée. L'on ne se souvient pas de Mandela parce qu'il était président, parce qu'il n'a fait que 4 ans seulement. Mais on se rappelle de Mandela pour avoir tenu pendant 27 ans en disant non à ses oppresseurs. Le monde se rappelle d'Albert, le monde se rappelle de Newton, de Socrate, d'Aristote, de Pythagore, de tous ces gens-là, pas parce qu'ils ont géré des rues, pas parce qu'ils avaient le pouvoir, pas parce qu'ils avaient l'argent, mais parce qu'ils avaient une capacité cérébrale d'apporter des solutions à la société. Aujourd'hui, il faut parler de l'État. Je vous ai dit qu'il y a un grand débat autour de la question de l'État. Lorsque vous lisez Machiavel, lorsque vous lisez Bodine, le prestigieux livre de Bodine sur les 6 livres de la République, il faut rappeler que Bodine, c'est quand même l'un des grands maîtres de la question de l'État. Lorsque vous lisez les Léviathans de Hobbes, lorsque vous lisez Albert Michel, Hegel, Jean Altius, Edmond Durkheim, lorsque vous lisez Hugo Gratius, Kelsen, John Locke, Karl Marx, Stuart, John, tous ces grands auteurs parlent de l'État comme une présence métaphysique, comme quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et vous allez voir même, par exemple, Bodine, pour lui, la politique, c'est même l'État. Alors, comment l'État est né? J'ai entendu des intellectuels de mon pays dire qu'on ne peut pas parler des hommes d'État sans un État. Il faut d'abord parler de l'État avant les hommes d'État. Il y en a d'autres qui disent non, il faut parler d'abord de l'État avant les hommes. Mais ce débat, c'est comme le débat de la poule et de l'œuf, qui est venu avant et qui est venu après. La véritable problématique ici, c'est de savoir qu'est-ce que les hommes ont fait dans un territoire donné. Nous devenons un État lorsque personne ne peut mourir de faim. Là, on est un État. On n'est plus une populace, mais on est une populace où je crois il y a un groupe de gens, mais on devient un État organisé. Ça veut dire il y a de routes, il y a la prise en charge de l'État, il y a la compréhension de l'État, il y a la participation de l'État à notre vie active. Là, en ce moment, on va dire nous devenons un État. Au cas contraire, on est la jungle, comme le disait en son temps Robinson Crusoe. Alors, si l'État naît des hommes, ça veut dire de la pensée, de la construction, nous devons donc nous rendre compte que l'État s'effondre aussi. Parce que les États naissent comme les hommes, grandissent et puis meurent. Donc l'État Botamaka a connu perdre. Parce que si vous lisez l'histoire, on va vous dire qu'il y a eu des grands États à l'époque. Baïta et Botamaki, Baïta et Kolaki, et Baïta et Koufaki. Donc nous sommes d'accord que les États naissent, grandissent et puis meurent. Mais si les États naissent, on a dit que c'est la pensée qui fait naître l'État. Comment les États grandissent? Les États grandissent par la contribution des intellectuels, par la contribution des hommes qui vont à l'école, qui étudient, qui comprennent qu'est-ce que l'on doit faire. Mais maintenant la question, qui sont ces intellectuels? Nous avons hérité d'un système politique abject, excusez-moi de vous le dire. Nous n'avons pas la notion de la continuité de l'État. Vous allez même le remarquer partout à travers le Congo, quand on te nomme ministre, tu changes tout ce que l'autre ministre avait fait. Donc l'État commence à exister quand toi tu es nommé. Quand tu pars avec tout ce que l'État avait donné. Et nous sommes un éternel commencement. Et ça commence, et ça commence, et ça recommence. L'État congolais est un État politique. Au lieu d'être un État de société, un État de responsabilité. Tenez, 80%, sinon 70% du budget est attribué à la vie des institutions. Vous allez avoir le Sénat pour son fonctionnement de l'année coûte 10 fois plus que le budget qu'on alloue à la justice. Mais vous allez voir des gens qui veulent que la justice rende un service important à l'État. Comment la justice rendra un service important si vous n'allouez pas à la justice un budget conséquent? Les gens disent le système éducatif est foutu. Mais combien vous allouez au système éducatif? Combien vous avez besoin? Est-ce que votre système éducatif est un système qui permet, qui engendre la méritocratie? On dit non. Parce que regardez vous-même, on a combien d'universités à travers le pays? Combien
combien d'écoles? Nous sommes encore parmi les seuls pays où n'importe qui peut ouvrir une école. N'importe qui. Alors qu'ailleurs, l'école est l'apanage de l'État. Ça veut dire que moi, si j'ai une maison avec 6 chambres et que ma femme et mon enfant partent en Europe, je transforme tout de suite cette maison en école. Et c'est là que nous allons avoir des enfants qui vont devenir demain des dirigeants. Mais c'est ce qu'on appelle un génocide intellectuel. Mais sous le silence. Les gens ne sont plus fiers d'être autorité, disons d'être enseignants. Quand on grandissait, on disait, bon, enseignant, bah, solo créé. Ça veut dire, un enseignant, c'est quelqu'un qui a échoué sa vie. Et pour gagner la vie, c'est être en politique. Parce que vous savez, les dernières informations, on a eu plus de 15 000 candidats pour 500 places. 500 sièges, 15 000 candidats. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres postes au niveau des écoles où il n'y a pas d'enseignants parce qu'ils ne veulent pas venir là-bas. D'abord, ils viendront pourquoi? On a créé une société d'injustice où l'enfant d'un policier est complexé devant l'enfant d'un ministre. Ça ne se passe ici, chez nous, dans un pays comme le nôtre. Comme le professeur Bakandé, ça parle d'une société de bonobos, un parc animalier où ceux qui sont plus forts mangent et dévorent ceux qui sont plus faibles. Où la production de cerveau ne sert absolument à rien. Où tout ce qui compte, c'est l'argent. Si on avait écrit sur ce banderole, c'est pour le travail, c'est pour le mariage et c'est pour les enfants, rassurez-vous que cette salle allait être bondée, remplie. Parce que c'est ce à quoi les gens veulent aller. Bato balingi babota, bato balingi balia, bato balingi babala. Mais les gens ne se soucient pas de leur société. Faites un tour dans les ambassades à Kinshasa, au ministère des Affaires étrangères. Les Congolais sont en train de fuir ce pays, occasionnant ainsi ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, qui est la fuite la plus dangereuse dans une société. Et les gens font même des prières demandant à Dieu, Nzambe n'a frappé beaucoup d'aveuglement, en fait, les gens veulent partir et ils prient Dieu pour qu'ils partent. Et vous savez, un jour, Dieu s'étonne. Il pose la question aux anges. Il dit, mais exactement. Tout le monde veut partir, veut quitter le Congo. Mais vous le laissez à qui finalement? Vous partez en Europe et vous allez vous plaindre du racisme. Mais qui a construit la France? Ce sont les vieux Français, les pères français, les mères françaises. Ils se sont battus, le sang a coulé. Vous savez, Winston Churchill dit à l'Angleterre, il dit aux Anglais, je n'ai rien à vous donner si ce n'est pas le sang et les larmes. Ça veut dire que quand ces gens-là vous voient traverser, venir chez eux, ils se disent, mais pourquoi ils fuient chez eux? Parce que quand c'était le cas chez nous, on avait résisté. Et c'est ça le rôle de l'intellectuel, c'est résister. Sommes-nous prêts de résister? Donc, quand on revient maintenant définir calmement qui est un universitaire. Un universitaire, techniquement, c'est celui qui est parti à l'université, qui a appris à l'université, qui a compris quelque chose. Un universitaire, c'est un homme libre scientifiquement. Il est libre. Un universitaire est un chercheur. Mais combien d'entre nous lisons encore? J'ai eu un débat avec un ami journaliste, malheureusement. Je lui ai posé la question, quel est le dernier livre que tu as lu? Il m'a dit la Bible. Alors si dans un pays, le seul livre que les gens lisent, c'est la Bible, ben alors on est mal barré, quoi. On est très mal barré parce que dans la Bible, on ne vous parle pas du coltan, on ne vous parle pas du cobalt, on ne vous parle pas de manganèse, on ne vous parle de rien d'autre que des choses spirituelles qui sont essentielles, qui sont très bonnes, mais qui ne sont pas la fin des choses. Parce que c'est quand même inconcevable, dans un pays comme le vôtre, vous avez les coltans, vous avez les manganèses, vous avez toutes les ressources humaines, disons, souterraines, chez vous, mais vous n'avez aucune université, aucune faculté qui étudie ces questions-là. Mais c'est une honte énorme. Quand on vous parle du cuivre, nous avons 75% du cuivre, de la production, de la réserve mondiale, je veux dire. Mais combien nous produisons en termes de cuivre? Combien nous produisons en termes de manganèse? Est-ce que nous le connaissons d'ailleurs? Mais c'est ailleurs que ça se fait. On va vous dire que la Chine a un potentiel d'au moins 70%, mais alors que la Chine a sous son sol une histoire de 30 ou peut-être moins de 20%. Mais alors, à un moment donné, je me dis, est-ce que nous savons ce que nous voulons ou tout simplement on ne sait pas ce que l'on veut? Est-ce que nous lisons suffisamment? Les étudiants parmi nous, quand vous voyez beaucoup d'étudiants dans nos bibliothèques, c'est qu'ils sont allés faire des recherches pour leur TFC et pour leur mémoire. Mais pour la culture du cerveau, est-ce qu'on passe le temps à lire? On dit que ça nous fatigue, nous n'aimons pas lire. Mais si vous ne lisez pas, vous n'allez pas comprendre.
Je vais vous dire une chose. Il y a un Premier ministre qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, malheureusement. Il est allé en Corée du Nord. Je crois, du Nord, oui. Du Sud, pardon. Il assiste à une conférence. Et on lui donne la parole. Au lieu de se taire, vous savez, l'ignorance, ça te pousse à beaucoup parler parce que ça doit t'exposer, au fait. L'ignorance humilie en premier son possesseur, celui qui les détient. Et le monsieur dit devant les Coréens, non, nous vous invitons, au nom de la République démocratique du Congo, nous vous invitons à venir investir chez nous, nous avons le cobalt, nous avons le cuivre. Il a été ridiculisé. Le Coréen lui ont dit, mais est-ce que tu as vu ici les cuivres et le manganèse ici? Nous parlons du cerveau. Nous envoyons nos enfants dans les grandes écoles aux États-Unis et quand ils reviennent, ils reproduisent le même modèle et nous avons les Samsung, ils ont cité tout ce qu'ils ont que nous consommons, mais alors plus grave. Et il était là, comme les véhicules ne tuent pas, tout petit. Donc pendant que le monde évolue, vous ne lisez pas en fait, on ne lit pas. Est-ce que vous savez que la guerre de demain sera chez nous, commencera chez nous? Parce que nous détenons une matière que les autres ne détiennent pas. On a le lithium. Sans le lithium, il n'y a pas de voiture électronique. Il n'y a pas. Mais c'est nous qui en avons. Nous avons la meilleure qualité qui dépasse de très loin l'autre qualité qui se trouve en Australie. C'est nous qui l'avons. Avez-vous déjà entendu des débats sur la question? On ne peut pas en parler. Les gens tournent autour de l'union sacrée, les gens tournent autour du FCC, les gens tournent autour de l'autorité morale. C'est ça ce qu'on appelle la bêtisation ou l'aboutissement collectif. Et c'est le professeur Kamana qui l'a dit. Le professeur Kamana dit, nous sommes aboutis par la musique, par la politique et par la religion. Mais quand il écrivait, il avait oublié, et moi j'ai ajouté, par le média aussi. Qui sont journalistes aujourd'hui? Qui sont journalistes? Qui parlent dans le média? C'est ce qu'on appelle la wengetisation. Esprit à Kiyanke, on a fait. C'est triste. Un universitaire, c'est un organisateur, c'est un prophète des sciences, c'est un connaisseur, c'est un esclave de la connaissance, c'est un affranchi, c'est un élu de la science, c'est la lampe, c'est le sel, c'est la lumière, c'est un visionnaire, c'est un révolutionnaire. Un universitaire, au sens propre, celui qui a fait des recherches, n'est pas neutre. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes neutre. Moi, je ne le suis pas. Et je ne le serai jamais. Je suis du côté de la vérité. Ça vous plaît, on est bon. Ça ne vous plaît pas, c'est à vous en tout cas. Mais je ne peux pas être neutre. J'ai des positions et je les assume. La neutralité, c'est la lâcheté. La neutralité, c'est l'imbécilité. La neutralité, c'est la complicité. Comment être neutre quand des gens, ils sont à 500 et ils vous bouffent 70 millions de dollars? Comment être neutre? Comment vous allez être neutre quand quelqu'un prend 200 millions de dollars alors qu'à l'Équateur, il y a des élèves qui étudient à même le sol? Comment être neutre? Comment être neutre quand on a fait 18 ans dans un pays et on n'a pas construit une seule université qui correspond à une université à travers l'Afrique? Comment être neutre? Comment être neutre quand vous avez un appareil de justice et on n'a aucun ministre volé alors que nous sommes le pays qui produit plus de scandales financiers? Comment être neutre? Comment être neutre quand le juge oublie et refuse d'être libre alors que la Constitution leur accorde l'indépendance? Comment être neutre quand ceux qui sont allés étudier sont prêts à ramper, à dormir pour ceux qui n'ont pas étudié? Combien je vois de soi-disant intellectuels qui sont prêts à chanter à l'honneur et à la gloire de ceux qui ne sont même pas allés à l'école? Comment vous faites? Comment vous faites pour défendre, excusez-moi, les illettrés? Et ce sont eux qui vous disent, ça n'est la gueule au pauvre. Yo, mais la gueule au pauvre. Quel type d'intellectuel êtes-vous? Pourquoi vous sacrifiez toutes vos longues années des études à cause de l'argent? Si c'était à cause du pouvoir, Daniel ne serait pas appelé prophète. Il était prophète parce qu'il savait que l'argent ne pouvait pas tout acheter. Il y a l'honneur, il y a la dignité. Quand on est allé à l'école, ce n'est pas pour être utilisé comme un chiffon, mais c'est pour produire de l'intelligence et apporter des solutions à un pays donné. Donc, voici un intellectuel. Mais maintenant, il y a un problème. Notre plus grand problème, c'est les types d'universitaires que nous avons. Et disons, la société dans laquelle on se trouve. L'universitaire doit changer les paradigmes, doit influencer, impacter, transformer, révolutionner, interroger le système.
Moi, je me suis posé la question, à quoi sert cette constitution qu'on a aujourd'hui? À quoi sert le système politique qu'on a aujourd'hui? Où vous donnez un président un pouvoir bancal. Où vous avez fait d'un président, il peut révoquer un gouverneur, mais il ne peut pas les nommer. Où vous avez fait d'un président, il doit assumer les erreurs des autres. Parce qu'il fallait déifier un homme, il fallait fermer les yeux, lui attribuer tous les pouvoirs. Moi, je dis non. Passons à la 4e République. Assumons un système présidentiel. Délimitons le pouvoir de celui-ci, c'est-à-dire du président. Parce que le rôle d'un intellectuel, ce n'est pas de renforcer une dictature, mais c'est de démocratiser un système de plus en plus. C'est ça le rôle d'un intellectuel. Il accepte la pauvreté, mais il garde sa dignité. Les 3 catégories que je vais vous parler, vous allez vous situer vous-même. La première catégorie, c'est la catégorie de ceux qui font le constat. Mbandaka ezo bongate, Mbandaka ezo bongate. Ça, c'est un constat. Oui, mais ça ne règle aucun problème. C'est un constat. C'est des plaintifs. Un intellectuel n'est pas un plaintif. Un intellectuel est un solutionneur. Il apporte des solutions. Ceux qui font des constats parlent toujours des hommes. Mbandaka ezo bongate, ponanani, gouverneur. Mbandaka Congo ezo bongate, ponanani, président. Mais ils oublient que c'est tout un système que nous avons mis en place. C'est tout un système. Alors, la 2e catégorie, c'est la catégorie de ceux qui posent des questions. Ça veut dire, eux, ils ne font que critiquer à la longueur de journée. Ils parlent des événements. Je suis très déçu de voir les intellectuels se tamponner sur la question des élections. Les élections n'apportent pas le développement. Les élections n'apportent pas la paix dans un pays. Au contraire, on a eu 3 cycles électoraux, on a compté des morts et des morts et des morts. Élection au Congo veut dire préparation de la contestation. Au Congo, nous connaissons celui qui va gagner les élections avant même d'aller aux élections. Et nous connaissons celui qui va perdre avant d'y aller. C'est ça, élection. Et pire encore, qui sont élus? Excusez-moi de vous le dire, mais c'est le plus faible de la société. Dans un état comme le nôtre, moto maele akokpeya devant moto zoba. Pour moto zoba akokosa ba koninaye. Il va mentir. Et on vit dans une société comme ça. Quand je n'ai que des idées, on ne va pas m'élire. Il faut que je donne le savon, il faut que je donne le sucre, il faut que je donne un peu de polo. Et c'est ça. Donc, nous n'assistons pas aux élections, mais on assiste au marché de voix. Les gens vendent leur maison à Kinshasa, ils viennent donner ça ici. Vous pouvez si bango ba voix, bango ba kiri. Rendez-vous 5 ans plus tard. Mais c'est comme ça. On dit vacances parlementaires, on n'a pas dit distraction parlementaire. Vous ne vous posez pas de questions. Il est élu de Mbandaka, mais vacances parlementaires, il est aux États-Unis. Nanya Vota qui est aux États-Unis. C'est pourquoi nous disons, dans la 4e République, les autorités politiques n'auront pas le droit d'aller se faire soigner à l'étranger, ils vont se faire soigner ici. Leurs enfants ne vont pas aller étudier là-bas, ils vont étudier ici. Parce que notre hymne national dit, unis par le sort, nous devons avoir le même sort. Le même sort. Parce que ceux qui ont les enfants à l'étranger, ceux qui passent la grève, parce que pas dans la place, c'est la grève. Donc ils vont vous laisser comme ça. Voilà pourquoi nous, dans la 4e République, nous disons, le président, le ministre et tout le reste vont devoir scolariser leurs enfants ici, dans les mêmes écoles que nous. Quand ils sont malades, ils vont aller dans les mêmes hôpitaux que nous. Si on va mourir, on va tous mourir. Si on va réussir, on va tous réussir. Comme le dit le docteur Luther King, il dit, apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents, sinon nous mourrons tous ensemble comme des idiots. Il n'y a pas autre chose à faire. Et puis après, vous avez ceux qui apportent maintenant des solutions. Ce sont ceux-là qui proposent. Ce sont ceux-là qui décident de ce qui doit être fait, de comment on va agir, de comment on va construire un pays. Alors, les États aussi, comme je l'ai dit, se développent, ils évoluent. Mais il y a 2 notions dans l'évolution de l'État. Il y a la notion de l'évolution et puis il y a la notion de la révolution. Ce que nous avons fait jusque-là, c'est l'évolution. Maintenant, il est le temps d'essayer la révolution. La révolution dont je parle, c'est la révolution de la pensée. Et les grands pays l'ont expérimenté. La Chine, Malaisie, Singapour et les autres. Je peux vous garantir, sur Hôtel Sicon Internet, c'est que c'était Dubaï en 1970. Si tu regardes sur la photo, c'est que c'était Singapour en 1975. C'est que c'était Malaisie en 1980. C'était des pays qui nous enviaient. Ils enviaient le maréchal, ils enviaient le Zaïre. Mais aujourd'hui, ce pays-là n'ont rien dans nos envies. Et c'est nous qui partons là-bas. Parce qu'eux ont compris
compris que les États se développent pas par les cuivres et les cobaltes, mais par la compréhension du cuivre et du cobalt. Ça veut dire la connaissance, ce que nous n'avons pas, malheureusement. Donc il faut révolutionner les choses. Mais comment révolutionner les choses dans un pays, je vais terminer par là, où tout homme politique a son armée? Le président, le ministre, tout le monde a son armée. Quand je dis armée, ça veut dire des hommes et des femmes qui sont prêts à parler pour lui. Tout homme politique a une armée de professeurs, de journalistes, de penseurs qui chantent à son honneur et à sa gloire. L'intelligence sert à construire des nations, à démocratiser, à élaborer des plans pour amener le pays à un développement, à imaginer un monde futur, à créer, à innover de moyens de transport moins polluants, des sécurités moins barbares, des armées efficaces, des administrations compétitives. Et l'intelligence sert à détruire l'édifice de la corruption, et l'intelligence se bat pour garantir la paix et la justice. Mais hélas, chez nous, les intellectuels consolident les régimes dictatoriaux. Et vous avez entendu et aujourd'hui nous avons Fachi Béton. Et qui le disent? Des intellectuels. Des intellectuels. Des gens qui sont allés à l'école, qui ont appris, mais qui passent tout leur temps à chanter l'honneur des chefs. George Orwell dit: un peuple qui ne sait pas se défendre est prêt à recevoir ce qu'on appelle la colonisation. Un peuple mouton engendre un gouvernement des ravisseurs et de loups. Parce que nous avons accepté cela, malheureusement. Il y a un adage qui dit ceci. Et ça, je le dis, c'est un adage, mais en réalité, ce n'est pas un adage. Moi, j'ai rencontré un politicien. Je ne le citerai pas, mais vous pouvez le comprendre. D'une très grande portée. Et pendant qu'on discutait, je lui ai dit, mais Bobo Tamana Poto, Boko la Pena Poto, Bomo na Poto. On ne vous demande pas trop. On vous demande simplement de recopier les modèles que vous avez vus là-bas. Amenez ça ici. On ne vous demande pas d'inventer. Vous êtes si incompétent pour même être incapable d'inventer, disons, de copier. Et vous savez, il me répond en des termes clairs, il dit: pour l'intérêt de nos régimes et de notre tranquillité, appauvrissons les universités, clochardisons les professeurs, allouons le budget le plus faible aux universités, assurons-nous que ça respire la pauvreté dans les universités. Les professeurs vont dormir et nous allons marcher sur eux. On n'aura plus besoin d'escalier, ils vont nous servir d'escalier. Oui, tout le monde a un prix, ce n'est qu'une question de temps. Vous avez vu la perception de ceux qui gouvernent vis-à-vis de ceux qui doivent penser. Donc pour eux, il faut clochardiser l'université. Et il y a comme ça 3 façons de punir et de mettre ces gens dans des conditions difficiles. Il y a la terreur, il y a l'achat, il y a l'isolement. Comment ils font pour la terreur? La terreur, c'est des arrestations arbitraires et intempestives. Les gens ne sont pas libres. Professeur Alobima Bakangi, professeur Salimo Bakangi, vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Où on arrête tout le monde. Oui, c'est la terreur. Ils ont mis ça en place pour faire peur aux intellectuels. Il faut les effrayer, ils ne doivent pas réfléchir. Souvenez-vous que Jean-Jacques Rousseau a fui la France. Parce que l'autorité sur place ne voulait pas entendre de ses livres. Et tous les grands auteurs à l'époque fouillaient. Ils allaient à l'étranger écrire des livres et lancer, alimenter la révolution à partir de l'étranger. Parce qu'ils disaient le moment n'est pas là. Et ils disaient on n'a pas besoin de martyrs, on a besoin des hommes vivants pour continuer la lutte. Et tout dirigeant le fait. Napoléon Bonaparte, un jour il dit à ces gens qui voulaient la libération de la liberté de la presse, il leur dit mon régime ne tiendra pas 3 mois si je libère la presse. Il faut le museler. Ils utilisent la même méthode. Arrestation, poursuite judiciaire. Deuxième chose, c'est achat de conscience. Et ils utilisent l'argent de promotion et des primes des opportunités. Pour un homme politique, l'UNIKIN, ISP, UNIMBA, on n'a pas besoin des hommes éclairés là-bas. Non. On a besoin des caisses de résonance. Il faut chercher le plus faible des professeurs, celui qui deviendra recteur. Parce que lui, il sait casser les intellectuels. Et il n'y a pas ceux qui savent casser que les incompétents. Les incompétents ont un talent que Dieu leur a donné, c'est de détecter les hommes intelligents. Ils sont incompétents. Ils savent attaquer ceux qui connaissent.
Ils n'aiment pas la discussion, ils n'aiment pas la contradiction, ils ne supportent pas qu'on leur dise ici c'est pas bien, ici c'est bien. C'est eux que le système a placés au-dessus de tout le monde. Et vous savez, à l'époque de Kabila, c'était comme ça. On dépend assez, comme M. Maman Likolo. Celui qui a gravi les échelons, on ne le contrôle pas. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Mais celui à qui on a donné le pouvoir, celui-là est prêt à ramper, à tuer, pour conserver son petit pouvoir. Tel un petit monsieur. Et ils utilisent ça. L'argent, la promotion, les primes et les opportunités. Vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui sont devenus ministres, premiers ministres et même présidents. Ailleurs, ils ne peuvent même pas être bourgmestres, même pas être chefs de rue. Parce que là, c'est la méritocratie. Ici, la fortune a été à ce que les gens soient comme ça. Un jour, je suis chez moi et j'ai lu sur les réseaux sociaux M. Sambou Mwamba, président du Sénat des tristes mémoires. Il dit que les gens sont devenus bêtes, il raconte tout ça. Alors j'ai dit non, mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire, vous, si vous êtes en politique, c'est à cause d'une chance, d'une opportunité. Au coup de rébellion, au prix du sang, vous devenez au pouvoir, vous arrivez au pouvoir. Mais il y a dans ce pays des hommes intelligents, des hommes capables, mais eux ne peuvent pas entrer dans le cercle parce que le cercle est bloqué par des incompétents, par des gens qui ne comprennent pas. Donc il faut donner de l'argent à ces gens-là. Et enfin, l'isolement. L'isolement, c'est quoi? L'isolement, c'est il faut vous isoler. Vous qui réfléchissez, il faut vous isoler. Vous ne serez jamais le professeur. Si vous avez beaucoup de chance, vous serez cessé. Mais vous ne pouvez pas avancer. Parce que vous allez faire de l'ombrage. Quand les chefs vont vous appeler, vous vous dites, fais-moi passer cette personne. Vous allez réfléchir, vous allez lui rappeler la procédure. Lui n'a pas besoin de la procédure, il a besoin du résultat. Et c'est ça, malheureusement. C'est ça qui a tué notre pays. Les chefs n'ont pas besoin de la procédure. Comment ils auront besoin de la procédure? Eux-mêmes ne sont pas passés par la procédure. Aujourd'hui, ils attaquent votre université. Ils veulent l'appauvrir. Mais ils ne sont pas passés par là. Nous sommes parmi les pays qui n'ont pas vu les fils des universités devenir le président dans ce pays. Tous nos présidents ne viennent pas de là, malheureusement. C'est alarmant. Mais attention, je ne vous dis pas que être universitaire signifie tout. En dehors de l'instruction, il y a l'éducation aussi. Parce que si le monde est détruit, c'est parce qu'il y a eu des missiles au lieu d'avoir plus d'écoles. Si le monde est détruit, c'est parce que des gens ont créé des virus au lieu de créer des médicaments pour guérir. Ça veut dire une instruction, ça veut dire l'ensemble des connaissances, si elle n'est pas assise sur l'éducation, l'ensemble des valeurs et des vertus, on aura des hommes qui parleront science, mais qui ne parleront jamais conscience. Qui parleront science, mais qui ne parleront jamais amour. Qui ne parleront jamais compassion. Je continue à croire, et voici ce que moi je vous demande ce soir. Ne nous taisons pas devant le mal. Essayons d'aller plus loin que ça. Bande Konangaï, vision à Kinshasa sur Bisson Équateur et Robébaka Kobeba. Parce que l'Équateur semble être Sima et la province est Bélé. Alors que Bisson, dans la Nyonso, ou la province est dans la Roté. Si les Katanga et Katanga, c'est parce qu'il y a eu un Équateur avant. Nous avons donné au Katanga ce que le Katanga est aujourd'hui. Mais chez nous, à l'Équateur, il y a des élèves qui étudient à même les sols. Regardez comment les choses se dégradent chaque jour qui passe. Parce qu'à un moment donné, on a tourné le dos à la science. Je vous invite, chacun dans son coin, de travailler durement pour hisser cette province Likolo. Moi, quand j'arrive à Kinshasa, mes amis sont là, on avait deux choix. Le premier, c'était de dire aux gens qu'on n'est pas de l'Équateur. Parce que c'était une honte à l'époque. Il fallait dire que je viens de Lubumbashi ou je viens d'ailleurs. Mais moi, j'ai dit à mes amis, je ne me tairai point. L'Équateur m'a tout donné. Et j'adore cette province comme vous n'avez aucune idée. Je porterai cela jusqu'au bout. Et nous avons porté l'Équateur jusqu'à la fin. Et la fin de mes études, j'ai gagné en termes d'une grande distinction, disons une distinction. Et aujourd'hui, je suis à la faculté de droit. Donc, ça veut dire tout simplement que vous pouvez vous aussi réussir. Quand je commence ma carrière de journaliste, une chaîne sur 24 m'a refusé simplement parce que dans mon CV, il y était mentionné Équateur. Et il m'a dit en me regardant dans les yeux, je lui ai dit que Dieu te pardonne. Mais il n'est pas question que je change dans mon CV
le nom de l'Équateur. Et j'ai gardé ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, tous ces médias ont besoin de m'avoir chez eux. Parce que j'ai su lever ma tête, m'imposer. Pas parce qu'on a de l'argent, mais parce qu'on savait manipuler notre cerveau. Ne vous voyez pas faible, vous êtes des grandes personnalités. Vous n'êtes pas inférieurs aux autres. Nous sommes parfois plus que eux. Mais notre plus grande difficulté, c'est notre ignorance. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Équateur. Nous avons le devoir de les protéger, s'il vous plaît.